La fille de la dauphine dormait appuyée sur son volant, une mèche de cheveux sur les yeux, avant de remonter dans sa 404, l'ingénieur s'amusa à deviner son profil dans l'ombre, la courbe des lèvres qui soufflait doucement. De l'autre côté, l'homme de la DKW regardait aussi dormir la jeune fille en fumant en silence. Dans la matinée, on n'avança que fort peu, mais assez tout de même pour avoir l'espoir qu'on serait libéré dans l'après-midi même. Vers 9h, un étranger arriva avec de bonnes nouvelles, on avait comblé les crevasses et on pourrait bientôt circuler normalement. Les garçons de la Simca ouvrirent leur radio et l'un d'eux monta sur le toit en criant et chantant. L'ingénieur se dit que la nouvelle était aussi suspecte que celle de la veille et que l'étranger avait profité de la joie générale pour demander et obtenir une orange que lui avait donnée la femme de l'Ariane. Un autre étranger essaya par la suite de faire la même chose, mais ça ne prit pas. Il commençait à faire de nouveau chaud et les gens préféraient rester dans leur voiture à attendre que les bonnes nouvelles se réalisent. À midi, la petite de la 203 se remit à pleurer et la jeune fille de la Dauphine alla jouer avec elle et se lia d'amitié avec ses parents. Ceux de la 203 n'avaient pas de chance. À leur droite, il y avait l'homme silencieux de la caravelle, étranger à tout ce qui se passait autour de lui, et à leur gauche, il leur fallait supporter les flots de paroles indignées du conducteur d'une Floride pour qui cet embouteillage était un affront personnel. Quand la petite fille se plaignit à nouveau de la soif, l'ingénieur eut l'idée d'aller parler avec les gens de l'Ariane, sûr que là-dedans, il devait y avoir des tas de provisions. À sa grande surprise, les fermiers se montrèrent très aimables. Ils comprenaient que dans une situation pareille, il fallait s'entraider, et ils pensaient que si quelqu'un prenait la tête du groupe, et d'un geste, la femme comprenait la douzaine de voitures qui étaient autour d'eux, il ne manquerait de rien jusqu'à l'arrivée à Paris. L'ingénieur n'avait aucune envie de s'ériger en organisateur, aussi préféra-t-il appeler les deux hommes de la Tonus pour délibérer avec eux, ainsi que le couple de l'Ariane. Un moment plus tard, il consultait successivement tous ceux du groupe. Le jeune soldat de la Volkswagen fut immédiatement d'accord, et le couple de la 203 offrit aussitôt les quelques provisions qui lui restaient. La jeune fille de la Dauphine avait pu avoir un verre de grenadine à l'eau pour la petite fille qui jouait et riait. Un des hommes de la Tonus, qui était allé voir les garçons de la Simca, obtint un assentiment moqueur. L'homme pâle de la caravelle haussa les épaules et dit que ça lui était égal, qu'ils fassent ce que bon leur semblait. Les vieilles personnes de la déesse et la dame de la Beaulieu furent visiblement contentes, comme si elles se sentaient mieux protégées ainsi. Les pilotes de la Floride et de la DKW ne firent aucun commentaire, et le conducteur de la DeSoto les regarda avec étonnement et dit quelque chose sur la volonté de Dieu. L'ingénieur proposa alors un des hommes de la Tonus en qui il avait une confiance instinctive pour coordonner les différentes activités. Personne ne manquerait de nourriture pour l'instant, mais il fallait se procurer de l'eau. Le chef, que les gars de la Simca appelaient Tonus tout court pour s'amuser, demanda à l'ingénieur, aux soldats et à l'un des jeunes gens d'aller explorer les abords de l'autoroute et d'offrir de la nourriture en échange de boissons. Tonus, qui de toute évidence savait commander, avait calculé qu'il fallait prévoir des provisions pour 1 jour et demi en mettant les choses au pire. Dans la 2 chevaux des religieuses et l'Ariane des fermiers, il y avait assez de nourriture pour tout ce temps-là, et si les explorateurs revenaient avec de l'eau, il n'y aurait pas de problème. Mais seul le soldat revint avec un bidon plein pour lequel il fallut donner de la nourriture pour 2 personnes. L'ingénieur ne trouva personne qui pût lui donner de l'eau, mais il constata au cours de son voyage qu'un peu partout s'organisaient d'autres cellules semblables à la sienne, et avec des problèmes identiques. Par exemple, l'occupant d'une Alfa Romeo s'était refusé à parler de tout cela avec lui, et l'avait adressé aux représentants de son groupe 5 autos plus bas dans la même file. Le garçon de la Simca revint lui aussi sans avoir trouvé d'eau, mais Tonus pensait qu'on en avait assez pour le moment, pour les 2 enfants, la vieille dame de la déesse et les femmes. L'ingénieur était en train de raconter à la jeune dauphine son expédition dans la périphérie,
Il était 1 heure de l'après-midi et le soleil les traquait dans la voiture. Lorsqu'elle l'interrompit d'un geste pour lui montrer la Simca. En 2 bonds, l'ingénieur fut à la voiture et attrapa par le coude un des garçons affalés sur son siège et buvant à la gourde qu'il avait rapportée cachée sous sa veste. Au geste de colère du type, l'ingénieur répondit en serrant plus fort. L'autre garçon descendit de l'auto et se jeta sur l'ingénieur qui recula de 2 pas et l'attendit avec un peu de pitié. Le soldat arrivait déjà en courant et les cris des religieuses avaient alerté Tonus et son compagnon. Tonus demanda ce qui s'était passé, s'approcha du garçon qui avait la gourde et lui donna une paire de gifles. Le garçon cria et protesta en pleurnichant, tandis que l'autre grognait sans oser intervenir. L'ingénieur lui enleva la gourde et la donna à Tonus. Les klaxons se remettant à donner de la voix, chacun regagna sa voiture en vitesse pour rien, car on avança à peine de 5 mètres cette fois-là. À l'heure de la sieste, sous un soleil plus dur encore que celui de la veille, une des religieuses enleva sa coiffe et sa compagne lui mouilla les tempes d'eau de Cologne. Les femmes s'organisaient de leur côté, allant de l'un à l'autre, s'occupant des enfants, pour que les hommes soient plus libres. Personne ne se plaignait, mais la bonne humeur était forcée. Elle tournait autour des mêmes jeux de mots, d'un scepticisme de bon ton. Pour l'ingénieur et la jeune fille de la Dauphine, la pire vexation était de se sentir sale et poisseux de sueur. La totale indifférence des fermiers à l'odeur qu'ils exhalaient les attendrissait presque. Vers le soir, l'ingénieur, en regardant machinalement dans son rétroviseur, y trouva comme toujours le visage pâle aux traits tendus de l'homme de la Caravelle, qui, tout comme le gros bonhomme de la Floride, s'était tenu à l'écart de leurs activités. Il lui sembla que ses traits étaient encore plus tirés, et il se demanda s'il ne serait pas malade. Mais par la suite, en allant bavarder avec le soldat et sa femme, il eut l'occasion de le voir de plus près, et il en conclut que cet homme n'était pas malade. C'était autre chose. Une séparation, pour appeler ça par un nom. Le soldat de la Volkswagen lui dit que sa femme avait peur de cet homme silencieux qui ne quittait jamais son volant et qui paraissait dormir éveillé. On faisait des hypothèses. Un folklore naissait pour lutter contre l'inaction. Les enfants de la Tonus et de la 203 étaient devenus amis, puis s'étaient disputés, puis s'étaient réconciliés. Leurs parents se rendaient visite et la jeune fille de la Dauphine allait de temps en temps voir comment allaient la vieille dame de la déesse et la dame de la Beaulieu. Lorsqu'au crépuscule il se mit à souffler un vent d'orage et que le soleil se coucha dans les nuages, tout le monde se réjouit en pensant que ça rafraîchirait l'atmosphère. Il tomba quelques gouttes qui coïncidèrent avec une avancée extraordinaire de presque 100 mètres. Un éclair brilla au loin et la chaleur redoubla. Il y avait tant d'électricité dans l'atmosphère que Tonus, avec un instinct que l'ingénieur admira sans commentaire, laissa le groupe en paix jusqu'à la nuit, comme s'il redoutait les effets de la fatigue et de la chaleur.